Direct Gestion, le débat à la suite. Mes invités ce matin, Malik Haddouk, le directeur de la gestion diversifiée chez CPR AM, et Thomas Desnaux de Sycomore Asset Management. Messieurs, on va parler maintenant secteur, valeur, avec ce coup de tonnerre dans les télécoms ce week-end. Article très détaillé dans le JDD. Numéricable SFR offre 10 milliards d'euros pour acheter Bouygues Télécom. Véritablement, il y a des remous sur les marchés, mais il y a aussi beaucoup d'argent pour faire cette acquisition, Malik Haddouk. C'est un autre facteur de soutien au marché, indéniablement. Ces opérations de fusion-acquisition qui sont multipliées outre-Atlantique et qui commencent aujourd'hui sur la zone euro. Donc, c'est un élément important qui permet de soutenir certains secteurs. Nous, chez CPR, dans les fonds d'allocation d'actifs, on ne fait pas du sectoriel, donc j'aurais du mal à vous donner un avis là-dessus, puisqu'on est allocataire d'actifs. Mais le facteur essentiel pour nous, c'est que c'est des éléments qui amènent, en plus de la valorisation du marché, à soutenir les marchés et à permettre à certains secteurs, de s'envoler, notamment le secteur télécom, mais aussi d'autres fusions à venir, je pense, dans d'autres secteurs. Donc, suite à cette offre, évidemment, 10 milliards d'euros, c'est pratiquement l'équivalent de la capitalisation de Bouygues, le groupe de BTP, qui englobe Bouygues Télécom. L'action monte de 14%. Thomas Desnaux, un commentaire sur ces mouvements, sur ces offres. Ça commence à bouillonner de nouveau dans les télécoms. Je crois que ça a surpris tout le monde. Dimanche, on avait effectivement tous reçu sur nos iPhones la nouvelle, pour ceux qui n'avaient pas acheté le JDD. Donc 10 milliards, offre en cash. A priori, ils ont le financement. J'ai cru comprendre que c'était BNP. Je pense qu'effectivement, je ne sais pas quelle est la hausse du titre Bouygues aujourd'hui. On avait 14% en ouverture. Je pense que c'est peut-être pas terminé parce qu'il faut remettre nos valorisations à jour. De mémoire, les analystes avaient dans la somme des parties de Bouygues une somme plutôt de 5 à 6 milliards d'euros. Donc ça fait une différence de 11 euros par titre par rapport à ce que l'on avait dans nos prévisions. Donc il faudrait que je traduise les 14% de hausse du titre et voir si effectivement il n'y a pas encore un potentiel sur Bouygues. Mais je pense que effectivement, malgré la hausse, acheter du Bouygues Télécom, Bouygues ce matin est peut-être une bonne chose. Alors, facteur de soutien, nous disait Malik Haddouk, c'est vrai, on a un grand retour des fusions-acquisitions. Pourquoi? D'une part, parce qu'on l'a vu, les parités euro-dollar, avec un euro plus faible, évidemment, les belles sociétés européennes deviennent moins chères, et comparément. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que des Américains ou des étrangers occidentaux qui sont intéressés. On a vu aussi des émergents, la Chine qui investit dans Pirelli, etc. Oui, ça aussi, ça va continuer selon vous? Oui, ça va continuer. Il y a cet effet de vis que vous signaliez. On a vu effectivement des Chinois venir et nous, on en a bénéficié dans le fonds European Recovery parce qu'on avait du Pirelli en portefeuille. On a des niveaux de taux qui sont très bas, donc qui favorisent des acquisitions. Et je crois que l'offre des SFR numéricables sur Bouygues le montre encore ce matin. Donc de l'argent pas cher. Et un secteur qui offre une certaine visibilité de par sa base d'abonnés et une profitabilité qui est assez confortable. Après, une régulation qui a beaucoup pesé sur les profits du secteur. Donc oui, le M&A, et si on regarde en fait le montant des fusions-acquisitions en pourcentage de la capitalisation boursière, on est sur une moyenne historique. Donc il n'y a pas d'excès particulier. Donc ça peut encore continuer, et ce qui est aussi favorable pour les marchés actions parce que ces offres se font généralement avec des primes en moyenne 25-30% qui viennent inflater un peu la valorisation d'un secteur. Ça se diffuse progressivement sur un secteur et donc une poursuite des marchés. Donc ça vient soutenir les marchés, et les valorisations également. Alors il y a d'autres valorisations qui sont de plus en plus élevées, Malik Haddouk. C'est ce qui se passe du côté du marché américain, notamment sur le Nasdaq, qui est l'indice qui a de nouveau complètement effacé ses records. Je fais une petite incursion parce que là aussi on se pose des questions. On sait que le cycle est long sur les marchés américains. Tous les 7 ans, il y aurait une respiration, pour ne pas dire plus. Et on a l'impression que ça continue et que là on est sur un nouveau cycle avec de
une nouvelle valeur, même un nouveau paradigme, l'ubérisation de l'économie. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça pour vous au niveau des valorisations des entreprises américaines cette fois? Alors, très honnêtement, sur le marché américain, je considère qu'il est à son prix, voire un peu cher en moyenne historique. Et, il est comparable à ce qu'on avait atteint avant la crise financière de 2007-2008. Et c'est le marché qui connaît la progression de bénéfices la moins avantageuse des pays développés si on compare au marché européen, au marché japonais. Donc nous, clairement, le marché américain a joué ces dernières semaines son rôle de valeur refuge avec les incertitudes grecques. Si la situation devait se normaliser, notamment avec la Grèce, l'attrait des marchés européens et japonais retrouverait tout son intérêt pour les investisseurs. Et donc la surperformance des marchés européens et japonais devrait s'accroître. Ce qu'on a remarqué depuis 2 semaines, c'est que cette surperformance a été annihilée par l'effet grec. Mais le marché américain, très clairement, il est cher. Il est cher. Pour autant, ça va être compliqué. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir une décorrélation si on avait un accident sur le marché américain ou une baisse? Est-ce que l'Europe... si c'était un accident, non. Parce que les gestionnaires américains rapatrieraient leurs fonds pour venir soutenir le marché domestique. Mais on peut avoir une petite baisse du marché américain, une progression des marchés européens, japonais, ça oui. Mais pas un accident sur le marché américain, parce qu'il impacterait tout de suite le marché européen. Et donc on ne s'en sortit pas forcément. C'est un marché que vous regardez également, Thomas Desnos, chez Sycomore, le marché US, où vous êtes focalisé? Moi, personnellement, on a effectivement 2 personnes qui le regardent, ouais, tout à fait. Après, je partage les commentaires qui viennent d'être faits. La valorisation, si on compare les valorisations américaines et européennes, on a le même écart de PE lorsque on était en 2005, dans les années 2005, on avait quasiment 7 points d'écart de PE, 7-8 points, et on a cette même écart. Donc nous, l'idée, c'est effectivement de voir un rattrapage des valorisations européennes vers les valorisations américaines. Sans forcément combler le gap, parce qu'il y a toujours eu un gap historiquement, un écart de valorisation, mais au moins continuer cette hausse de multiples en Europe, soutenue par une croissance des profits. Et à condition évidemment que ça se poursuit comme ça aux États-Unis. Pour vous, la croissance va revenir. On a vu un premier mauvais trimestre, on sait que c'est assez conjoncturel. Sur la suite de l'année, aux US, comment vous voyez je pense qu'on a fait effectivement, la dynamique va être meilleure aux États-Unis d'un point de vue macro. On a eu un premier trimestre avec des effets météo, des effets aussi de grève, notamment dans les ports, qui ont pénalisé la croissance. Je pense que la dynamique est bien orientée. Les salaires et la création d'emplois sont plutôt aussi dans une tendance favorable. Donc oui, plutôt positif. Oui. Avec un tapering, donc la politique américaine de la Fed va certainement changer un peu de braquet et se normaliser. Et se normaliser enfin. Mais je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, pour vous aussi, Malika Adouk. Alors, on rappelle les scénarios de CPR. Pour une fois, l'équipe de CPR-AM s'est trompée. Il n'y a pas eu d'accident en juin. Je note que ce n'était pas un des scénarios centrales. Mais vous aviez quand même prévu une petite hausse dès juin. La Fed se dit data dépendant, c'est-à-dire qu'elle ne haussera ses taux que si l'économie va mieux, voire bien mieux, puisque au niveau du chômage, c'est bon. Elle attend maintenant des chiffres du mieux du côté de l'inflation. Oui. De toute façon, il est presque acquis que maintenant, ça sera septembre, sauf s'il y avait un accident en Grèce, par exemple. Ça sera un bel accident. Un bel accident en Grèce. Non, mais ça fait 6 ans que les taux sont à zéro, la croissance américaine est de retour, les profits ont été au rendez-vous. Donc il est normal que la politique monétaire commence à se normaliser pour pouvoir faire face au prochain. La surprise, Malika Adouk, c'est presque que Mme Yellen n'ait pas appuyé sur le bouton un petit peu avant. Ou elle ne pouvait pas le faire? Je pense qu'elle ne pouvait pas le faire parce qu'elle ne voulait pas surprendre les marchés. Et elle n'avait pas préparé les marchés à ça. Maintenant, elle a préparé les marchés pour une première hausse, au mois de septembre. Donc c'est tout à fait dans la lignée de l'amélioration des chiffres économiques aux États-Unis avec un taux de chômage qui s'améliore, avec des progressions de salaires qui sont là et qui commencent à répercuter les entreprises. Mais si je pouvais dire un mot, je pense qu'il y a un endroit où on ne regarde pas de très près et qui pourrait nous amener des surprises, c'est le marché chinois.
Pourquoi? Parce que la croissance chinoise est au ralenti, c'est normal, il y a des restructurations en profondeur de l'économie chinoise, mais quand vous voyez l'évolution et l'envolée du marché chinois des actions A, ça me rappelle un peu ce qu'on avait vécu en 2007-2008, c'est-à-dire qu'on a une envolée du marché, on est à plus de 160. 120%. Oui, mais si on prend depuis octobre où a commencé la vague d'achat sur le marché chinois, doit être à 160%. Quand vous graffez ça avec l'évolution des profits, vous avez des profits qui décélèrent de l'ordre de 10%. Le gouvernement chinois, a priori, va absolument permettre cet engouement cette frénésie pour les actions. Il y a des ouvertures de comptes monstrueuses tous les jours Ça va faire relever le courtier français de l'ordre de 10 millions par mois. Et certaines semaines, même 10 millions par semaine. Oui, mais ça devient de la spéculation. Et depuis 3 ou 4 jours, vous voyez que le marché est en train de petit à petit corriger. C'est nécessaire parce que si la bulle venait à éclater là, sur le marché chinois, je pense que les conséquences seraient très très graves, non seulement pour les places financières émergentes, mais pour l'ensemble du monde, parce que la croissance chinoise décélérerait très fortement. Sauf que les géants internationaux n'y sont pas tellement allés finalement. On a pu rater. Il n'y a pas beaucoup de géants qui sont allés vraiment sur ce segment qu'on trouvait déjà assez bien valorisé il y a 6 mois. Aujourd'hui, c'est stratosphérique. Il y a 6 mois, je me permets de vous dire que ce n'était pas du tout bien valorisé parce que justement la décote du marché chinois était impressionnante. C'était le seul marché jusqu'à septembre de l'année dernière qui n'avait pas retrouvé ses plus hauts de 2007, mais largement en dessous. Il était à moins 50% de ses plus hauts de 2007. Le marché européen, ce n'était pas le cas. Depuis, le marché a fortement monté, il y a eu cette interconnexion, il y a eu ces ouvertures de comptes, puisqu'on a permis aux étrangers d'investir sur les actions chinoises A depuis mars dernier. Donc il y a des étrangers qui sont venus quand même alimenter cette remontée du marché boursier. Mais aujourd'hui, je considère qu'on est allé trop loin et le gouvernement chinois, je pense, étudie très sérieusement cette question pour éviter justement un éclatement de cette bulle. C'est vrai que ça nous rappelle effectivement les meilleures années 2000 où on empruntait pour acheter notamment sur le nouveau marché. À l'époque, c'était le marché des valeurs techno. Thomas Desnos, vous nous parliez rapidement des secteurs en forme. C'est vrai qu'on a vu beaucoup l'automobile, les banques qui ont baissé là, dans les dernières semaines grâce aux biges volatilité. Il y a aussi peut-être une prise de bénéfices sur ces meilleurs dossiers qui avaient des fois flambé de plus de 50% depuis le début de l'année. Est-ce qu'on peut y revenir maintenant? Quelles sont les poches qui vous paraissent intéressantes? Oui, donc les équipementiers auto, je trouve qu'il y a des idées à saisir, notamment pour jouer le rebond du marché européen à travers un titre comme Peugeot pour les constructeurs, mais également comme Faurecia qui réalise près de 50% de ses ventes en Europe. Vous avez cité les banques, on a une vision plus mitigé sur le secteur bancaire dans son ensemble. Il y a des éléments positifs avec la baisse des taux. On a quand même un coût de financement qui est plus bas. On a une dynamique des volumes de prêts qui s'améliore, mais on a quand même des marges qui sont sous pression. On a une régulation qui est aussi très pénalisante, alors qui est un peu mieux intégrée dans les prévisions des analystes aujourd'hui qu'il y a 6 mois. Donc on est vraiment en train. Est-ce qu'il y en a une qui se détache finalement dans ce monde bancaire? Oui, en Italie, une de mes grosses positions, c'est Banca Emiliana Romagna. On a un titre qui n'est pas très cher et qui va bénéficier de la consolidation du secteur des banques populaires en Italie, donc une belle opportunité à saisir. Donc secteur automobile, équipementier automobile et regardez du côté des banques, pas forcément françaises, pour Thomas Desnos de Sycomore. Merci Thomas Desnos, Sycomore, gérant associé chez Sycomore. Merci Malik Haddouk, le directeur des gestions diversifiées de CPR Asset Management. Cette édition du débat est terminée. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Direct Gestion. Ce sera à 9h20. Tout de suite, Lucie Morlot pour Direct Investisseur.